La fin de Backrooms laisse autant de questions que de réponses. Du sort de Marie, en passant par Essink et la créature, il y a beaucoup à dire. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le film Backrooms, produit par A24, est officiellement sorti en salle. Avec Chiwetel Ejiofor et Renat Reinsve à l'affiche, il est inspiré de la creepypasta virale Backrooms, apparue en 2019. Depuis, l'univers de Backrooms a pris son envol, donnant naissance à une web-série créée par Ken Parsons, un youtubeur de 20 ans qui a ensuite réalisé ce film. Le film raconte l'histoire de Clark, propriétaire d'un magasin de meubles en pleine séparation douloureuse d'avec sa femme. Sa thérapeute, Marie, joue également un rôle important. Elle enquête sur les allées et venues de Clark qui passe de plus en plus de temps dans les backrooms. Marie y découvre alors certains des nombreux secrets et ce que Clark a fait depuis sa disparition. C'est une histoire à la fois tragique et horrifique qui culmine en un final haletant entre Marie et Clark, engagés dans une lutte pour la survie dans un lieu qu'ils peinent à comprendre. La fin répond à certaines questions soulevées plus tôt dans le film tout en posant de nouvelles. Haletant et terrifiant, Backrooms saura captiver les fans inconditionnels comme le grand public. Tout au long du film, la question est constamment posée. Que sont les backrooms? Clark est fasciné au point de passer des heures à explorer cet immense monde parallèle. Lorsque Marie pénètre dans les backrooms, à la recherche de Clark, elle est immédiatement confrontée à l'horreur des lieux. Elle le retrouve et, bien qu'il semble d'abord être un allié, Clark l'assomme rapidement. Elle se réveille à table entourée de Clark et de quelques personnes à l'apparence presque humaine, mais pas tout à fait. Certains détails sont étranges, juste assez pour les rendre terrifiants. C'est à cette table que Clark révèle ce qu'il a découvert en vivant dans les backrooms. On ignore depuis combien de temps il y est, mais c'est manifestement assez long pour avoir profondément affecté son état mental. Pourtant, il parvient à exprimer ses découvertes, affirmant que les backrooms sont tout ce qui a jamais existé. Cela rend les backrooms semblables aux étranges créatures de la salle à manger, connues sous le nom de nature morte. Tout comme elles, les backrooms sont une copie imparfaite de tout ce qui a existé dans le monde réel, y compris le magasin de meubles de Clark, la maison où Marie a grandi, et bien plus encore. Comme expliqué précédemment, Marie se retrouve ligotée au troisième acte du film. La tension est palpable, Clark s'agitant de plus en plus. Soudain, une autre nature morte surgit, mais celle-ci est différente. Il s'agit d'une incarnation de Clark lui-même, dans son costume de pirate. Cette nature morte mesure 3 mètres de haut, arbore un visage horrible et affiche une violence extrême. Clark pirate tue la version réelle avant que Marie ne prenne la fuite. Une course-poursuite s'engage alors, Marie s'enfonçant toujours plus profondément dans les backrooms. Puis elle tombe sur une équipe scientifique de Essink, surpris par sa présence. Ils emmènent alors Marie et le Clark pirate dans le monde réel pour des examens complémentaires. On voit ensuite Marie rencontrer Phil, et c'est dans cette scène que Phil lui explique le rôle de Essink. Marie lui demande ce qui va lui arriver et Phil tente de la recentrer en lui demandant de se concentrer sur cette conversation. Phil finit par avouer qu'il ignore ce qu'il adviendra de Marie, car aucune décision n'a encore été prise. Le film se termine sur une scène d'elle, sur une chaise, avec le même visage déformé que les natures mortes vues avec Clark plus tôt. Les derniers instants de Marie dans le film ont semé la confusion chez les spectateurs et sont devenus un sujet de conversation brûlant depuis la sortie du film aux États-Unis. Backrooms adopte une approche plus psychologique et centrée sur les personnages que la série YouTube originale de Ken Parsons, permettant ainsi une exploration plus approfondie de l'humanité, de la moralité, du deuil, du traumatisme et de la mémoire. Si Clark est en proie à la souffrance, Marie l'est tout autant, marquée par les antécédents de maladie mentale de sa mère et la destruction de sa maison d'enfance. Certains en ont déduit que les derniers instants du film pourraient suggérer que Marie n'a en réalité jamais quitté les backrooms. Peut-être s'y est-elle perdue et est-elle désormais condamnée à se répéter sans cesse, à l'instar de Clark et de ses amis difformes, devenant à chaque fois plus surréaliste et contre nature. Ce serait une représentation forte de l'état mental perturbé de Marie, les backrooms pouvant incarner physiquement son traumatisme, comme c'est le cas pour Clark, mais la vérité pourrait être encore plus sombre. Il est quasiment certain que Marie a bien réussi à s'échapper des backrooms et qu'elle est en sécurité dans un centre Essink. Cependant, même si elle a échappé à cette prison ultime, elle reste prisonnière du centre de recherche, et une réplique d'elle-même est emprisonnée pour l'éternité dans les backrooms. Ce tragique et poignant retour aux sources marque un point final pour Marie, dont la mère l'a séquestrée dans sa propre maison d'enfance à cause de sa paranoïa et de son agoraphobie. En réalité, Marie n'a jamais vraiment été libre. Elle n'a jamais échappé à l'emprise de sa mère et a toujours vécu avec le poids de sa maladie mentale, dont les effets ont ressurgi lorsque sa maison d'enfance a été démolie pour laisser place à un projet immobilier. Le traumatisme de Clark a été mis en lumière par les backrooms, tout comme celui de Marie. Aucun des deux ne sera jamais libéré des backrooms. Clark restera à jamais dans les mémoires et Marie, bien qu'évadée, est elle aussi prisonnière de ces lieux.
Dans le film, deux scènes montrent Clark simulant une conversation avec son ex-femme, interprétée par Mary. Un moment clé de ces scènes révèle la haine qu'il éprouve pour son travail de vendeur de meubles, lui qui se sent architecte dans l'âme. Il se sent prisonnier de sa carrière actuelle et ne sait comment s'en sortir. Le Clark pirate reflète parfaitement ce sentiment à travers son apparence. Le monstre, emprisonné dans son costume de pirate, erre dans les backrooms avec sa jambe de bois. Il incarne tout ce que Clark redoute de devenir. Cependant, il est sous-entendu que ce monstre est de sa propre création, puisqu'il refuse d'admettre sa part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Le thème central de Backrooms, établi dès le début, est le traumatisme. Mary et Clark sont deux personnages qui, tout au long du film, sont aux prises avec leur propre traumatisme. Mary porte en elle l'empreinte de main en ciment laissée dans sa maison de sa mère. Quant à Clark, son traumatisme le conduit aux backrooms, dont il erre sans fin dans les couloirs déformés. Le pirate Clark incarne à la perfection l'impact dévastateur d'un traumatisme. Ces événements perturbants peuvent contribuer à déformer les souvenirs et l'image de soi au point de les rendre méconnaissables. Certes, ils peuvent ressembler à des événements vécus ou à des personnes connues. Cependant, à y regarder de plus près, ces traumatismes peuvent transformer la perception en quelque chose de bien plus bouleversant. Dans son ensemble, Pirate Clark est une incarnation audacieuse des thèmes profonds de Backrooms. Il offre une manière efficace de visualiser un sujet aussi complexe tout en étant incroyablement terrifiant. Il pourrait bien devenir l'une des créatures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma d'horreur moderne, non seulement pour son apparence, mais aussi pour le rôle thématique riche qu'il joue au sein des thèmes et des personnages du film. Dans le court épisode de la web-série intitulée Prototype, on apprend qu'en 1982, un certain Philip R. Heyman a mené une expérience que allait devenir le système de distorsion magnétique à faible proximité. C'est ce dispositif que Async utilise pour voyager entre le monde réel et les backrooms, et cette expérience prototype s'est avérée concluante. L'épisode se termine par le transport réussi d'un objet dans l'espace interdimensionnel. Ce personnage n'est plus jamais mentionné dans la web-série, mais dans le film, on rencontre un employé d'Async du nom de Phil. Le Phil du film pourrait-il être Philip R. Heyman de la web-série? Il est présenté comme un chercheur de haut rang, ce qui rendrait cette hypothèse plausible. Il n'est manifestement pas le grand patron, puisqu'il n'a aucun pouvoir de décision sur le sort des personnes qui l'interrogent. Il agit uniquement dans le but de comprendre comment les autres perçoivent cet espace. Cela concorde également avec le personnage de Philip R. Heyman, qui n'est pas au sommet de la hiérarchie d'Async. D'autres indices laissent entrevoir le caractère ultra secret des recherches de Phil. Sur les images de vidéosurveillance de Clark qu'il montre à Mary, l'homme en carton avec lequel il interagit est masqué par un carré noir. Probablement parce que l'existence de cet outil suggère indirectement l'existence d'une créature qu'il tente de dompter. Bien qu'il s'agisse d'un institut de recherche, Async a des visées commerciales concernant les backrooms, que la web-série explore en détail. Si vous la connaissez, vous savez que la décision de Clark de s'y installer sert involontairement de test pour le plan ultime de Async. En révélant que Async fabriquait auparavant des appareils IRM et bénéficiait de subventions gouvernementales pour ses recherches, le film va plus loin que la web-série en expliquant les activités de l'organisation avant qu'elle ne se consacre pleinement à l'exploration de cette nouvelle dimension. Toutefois, les motivations précises de Async restent floues dans le film, et ses objectifs secrets sont cachés à Mary lorsqu'elle les interroge. Heureusement, la web-série de Ken Parsons lève le voile sur ces points. En 1988, Ivan Beck, vice-directeur de Async, annonçait lors d'une conférence de presse que l'entreprise travaillait sur une solution à tous les besoins actuels et futurs en matière de stockage et de logement. Une solution qui pourrait économiser des milliards de dollars sur la construction et la gestion immobilière. Autrement dit, après le succès des premières expériences avec le système de distorsion magnétique à faible proximité, Async lance un nouveau projet, nommé projet KV31, visant à résoudre diverses crises du logement et des sans-abri, en tentant de rendre les backrooms habitables malgré les créatures mortelles qui y rôdent. Des expériences ultérieures ont déchiré le tissu de la réalité et entraîné une forte augmentation des disparitions liées au complexe. Nombre d'âmes malheureuses ont chuté dans les backrooms à travers la terre ferme pour ne jamais en revenir. Dans la chronologie de la série, Async n'a jamais trouvé le moyen de dompter les créatures, rendant ainsi l'idée d'une coexistence humaine dans cet espace absurde. Dans le film, Clark décide d'y rester parce qu'il tente de recréer un bonheur domestique avec des natures mortes soumises, une idée qui se retourne contre lui lorsque les créatures se retournent contre lui. Clark a indirectement causé la mort de 2 employés en leur demandant de l'accompagner dans les backrooms pour y enregistrer des preuves, révélant ainsi des signes d'obsession liés à la fascination nostalgique du lieu, avant même de sombrer dans la folie et d'enlever Mary. Son évolution est surprenante, car les bandes annonces le présentaient comme un protagoniste de film d'horreur classique, simplement curieux de découvrir la raison d'être de cet espace mystérieux derrière les murs de son magasin de meubles. Il sombre dans la sociopathie, animé par le désir de réparer ses erreurs passées et de recréer les événements dans un monde qu'il peut contrôler.
télé. Il est finalement rattrapé par sa propre réalité lorsqu'il réalise que les backrooms sont incontrôlables. En ce sens, le film se rapproche davantage d'un film d'horreur surnaturel traditionnel comme Shining, et plus particulièrement du roman original de Stephen King qui offrait une interprétation plus réaliste de Jack Torrance que la performance maniaque de Jack Nicholson dans l'adaptation cinématographique de Stanley Kubrick. Jack Torrance, le personnage de Shining, a un passé sombre. Père de famille tourmenté, il lutte contre l'alcoolisme et son incapacité à concilier vie personnelle et professionnelle qui le rend vulnérable aux esprits de l'hôtel Overlook qui le transforme en psychopathe. De longs séjours dans les backrooms provoquent chez Clark une transformation similaire. Il étrangle Marie et la kidnappe juste après leur retrouvaille, déterminé à reprendre le contrôle qu'il sent lui échapper dans le monde réel. Bien que le film n'affirme pas explicitement que ses pulsions sont uniquement dues à son passage dans les backrooms, il semble évident que ces lieux l'ont poussé dans une direction qu'il n'aurait peut-être pas emprunté dans la réalité. L'interprétation la plus indulgente est qu'il est un héros tragique dont les émotions ont été aussi perverties par les backrooms que les manifestations physiques de ses souvenirs. Compte tenu que Marie a probablement été tuée ou abandonnée à son sort par Essink, une suite directe est peu probable, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres survivants autour desquels construire un récit. Son double dans les backrooms pourrait toutefois faire une apparition. Toutefois, la web-série adoptant souvent un format anthologique, documentant autant le sort tragique des personnes entrées malgré elles dans les backrooms que les recherches en cours, cette approche est vraisemblablement celle qui sera privilégiée. Et nous disons vraiment, car même si rien n'a été annoncé, Backrooms a impressionné la critique et s'apprête à battre des records au box-office, rendant une suite presque inévitable. Toutefois, cette suite pourrait bien se dérouler sur petit écran plutôt que sur grand. Ken Parsons n'a jamais caché son désir de développer l'histoire. Dans une interview, le réalisateur de 20 ans a révélé que réaliser d'autres projets Backrooms après son long métrage était son intention depuis 2022. Il a ensuite révélé qu'il préférait réaliser une série plutôt qu'un autre film. Il pense que c'est la manière la plus pragmatique d'obtenir narrativement ce qu'il souhaite. Mais évidemment, une série est un projet à part entière. Ce ne sera donc pas immédiat, elle ne peut pas sortir en un claquement de doigts. Et d'une manière générale, pour lui, la série n'est pas définie par son genre. Il la voit plutôt comme un drame interpersonnel sur fond de thriller technologique et surnaturel. Plusieurs séries télévisées sont déjà inspirées de creepypasta et celle-ci serait la plus ambitieuse à ce jour. Les suites gagneraient à développer l'institut de recherche Essink en montrant peut-être la création du seuil vers les backrooms et les premières expéditions de recherche que les fans les plus fervents ont déjà vues sur YouTube. Une créature qui mérite d'être davantage développée est la forme de vie qui occupait une place centrale dans la série YouTube et qui a attaqué le chercheur Essink, Naran, Warren et Bobby dans Backrooms, mais qui n'est jamais apparu à l'écran. Backrooms pourrait être le premier volet d'une nouvelle franchise cinématographique épique. Il y a encore pas mal de choses à aborder pour les Backrooms, en espérant que le film ait une suite ou bien sûr une série, ça serait aussi vraiment génial. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé du film? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.